Bonsoir, merci de votre présence pour ce webinaire consacré donc aux risques et aux enjeux d'une expatriation et surtout bien sûr aux solutions pour protéger vos proches. Je suis Marc Boudin, je suis le délégué général de l'Union des Français de l'étranger et je suis ravi de vous accueillir avec nos deux experts, Émilie et Lionel. Alors, avant de passer à la conférence, je vais déjà m'assurer que vous nous entendiez bien, en tout cas que vous m'entendiez bien. Alors, si vous pouviez en fait par le chat, vous allez voir sur votre écran en bas à droite, vous avez un chat et si vous pouviez donc me dire si le son passe bien et si vous m'entendez bien. Voilà. Alors, je regarde dans la modération. Soit personne ne m'entend, soit personne ne veut me répondre. Oui, Thierry, merci Thierry. On entend parfaitement, tout marche bien. Merci Claire. Merci Cécile, très bien. OK, parfait. Donc le son fonctionne bien. Donc a priori, vous me voyez bien, tout est OK. Merci Frédéric. Alors, je vais vous poser, avant qu'on démarre, aussi une question indiscrète. Alors, bon, rassurez-vous, ce n'est pas si indiscret que ça. Je voudrais savoir, d'où nous écoutez-vous? Alors, quand je dis d'où nous écoutez-vous, ce n'est pas de votre salle de bain ou de votre cuisine, mais plutôt de la ville, où vous êtes, en ce moment. A priori, vous devriez tous être en Europe. Donc, alors, d'où nous écoutez-vous? Hem, alors, d'Autriche, très bien. De Hesse, Portugal, Reykjavik, Royaume-Uni, très bien. Amsterdam, Hélène, merci. De Suède, Lauriane. Elena de Tenerife, d'Écosse pour Nathalie. Bavière pour Claire, merci Claire, bonsoir. Frédéric, Luxembourg. Bruxelles, Christophe. Alexandre, Montréal. Montréal, tiens, pourquoi pas. La Toscane, Bruxelles, l'Écosse, Montpellier, Rome. Très bien. Bon, donc principalement européen, et je vois qu'on balaye à peu près toute l'Europe, La Haye, Lisbonne, très bien. Alors, je vous donne un peu le programme de la soirée. Je vais moi, assez rapidement, vous présenter ce qu'est l'Union des Français à l'étranger. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'Union des Français à l'étranger, mais je vais vous faire un petit rappel. Ensuite, je donnerai la parole à nos 2 experts, Émilie et Lionel et ce soir, c'est eux qui vont tout faire et puis moi je ferai le reste, hein. Qui vont vous parler donc pendant, 20-25 minutes, qui vont vous proposer une présentation et ensuite vous pourrez pendant 20 minutes poser vos questions via le chat. Alors je précise pour ceux qui n'auraient pas le temps de poser leurs questions ou, qui auraient posé une question à laquelle on n'aurait pas répondu, que vous allez tous recevoir ce webinaire est enregistré. Vous allez tous le recevoir, par mail et vous pourrez le retrouver sur le site de l'Union des Français de l'étranger, donc www.uefe.org et dans la prochaine newsletter de l'Union des Français de l'étranger et si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter de l'Union des Français de l'étranger, UFE2, je vous engage bien sûr, à vous inscrire. Alors quelques mots sur l'Union des Français de l'étranger. Donc l'Union des Français de l'étranger, c'est une association d'utilité publique créé en 1927, apolitique, qui a 2 missions principales. La première, c'est la défense de vos intérêts, donc la défense des Français résidant à l'étranger. Et dans l'histoire d'ailleurs des droits que les Français de l'étranger ont acquis, l'UEFE est à l'origine en fait de l'ensemble de vos droits, à commencer par le droit de vote, la création de la représentativité des Français de l'étranger. Si vous avez des sénateurs, si vous avez des députés, c'est grâce à l'Union des Français de l'étranger. Nous sommes à l'origine de la création de la Caisse des Français de l'étranger, la sécurité sociale des Français de l'étranger. Plus récemment, vous vous souvenez qu'à l'époque du Covid, il y a un décret qui avait été promulgué par le gouvernement qui obligeait les Français de l'étranger à rentrer, à prétexter d'un motif impérieux lorsqu'ils rentraient en France. Ce décret a été cassé devant le Conseil d'État et voilà, c'est grâce à l'Union des Français de l'étranger. Donc notamment si vous avez pu rentrer en France pendant le Covid sans prétexter d'un motif impérieux. Donc ça, c'est la première mission, la défense de vos intérêts. Et la deuxième mission, en fait, c'est de vous accompagner sur l'ensemble de vos problématiques, que ce soit avant votre départ, quand vous vivez à l'étranger, et là c'est votre cas, et éventuellement quand vous rentrez. Et pour vous accompagner, en fait, on a 2 leviers. On a des représentations dans des associations de droit local dans tous les pays que vous m'avez cités et dans certains pays, dans plusieurs villes. Et je vous engage à aller sur le site de l'UEFE pour vous rapprocher de l'association locale. Et puis, on a au niveau du siège des experts
des experts qui, sont capables de vous accompagner, de vous trouver des solutions sur toutes ces problématiques. Et les experts, vous pouvez les retrouver au travers des conférences et des webinaires qu'on anime dans l'ensemble du réseau, mais vous les retrouvez aussi sur nos newsletters ou sur nos réseaux sociaux. Et vous avez donc la possibilité également sur le site de l'UFE de poser des questions sur la boîte info de l'UFE et on s'engage à vous répondre, soit nous directement, soit moi en l'occurrence, et l'équipe de l'UFE, soit ce sera un expert qui vous répondra. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je laisse la parole aux experts. Je vous souhaite une bonne conférence et j'espère vous retrouver bientôt à la fois sur le site de l'UFE et bien sûr pour une de nos conférences ou un webinaire. Merci. Merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lionel Natou, donc directeur commercial au sein du groupe ENER. Je suis ravi de partager ces quelques minutes avec vous pour évoquer justement cette thématique sur les risques et les enjeux d'une expatriation. On va faire un zoom du coup sur les différents enjeux, principalement les enjeux civils, budgétaires et fiscaux. Puis après, nous allons refaire un focus sur la prévoyance. Que c'est la prévoyance? Comprendre la prévoyance individuelle en tant qu'expatrié et quelle est la solution que le groupe ENER est en capacité du coup de vous amener. Pour répondre au mieux à cette problématique, nous avons préparé conjointement avec Émilie qui une présentation du coup où on va zoomer donc dans un premier temps avec le groupe Polyphane que Émilie du coup incarne. Donc le groupe Polyphane est un leader dans la gestion de patrimoine. Et puis je reprendrai la main sur la partie prévoyance où on fera un focus sur les solutions du groupe ENER. Donc en quelques mots, le groupe ENER c'est un spécialiste en assurance de personnes en France et à l'international. Et on répond à différentes problématiques, que ce soit en santé ou en prévoyance, et puis d'autres thématiques en assurance de personnes. Donc Émilie, je vais déjà te poser la question donc, de qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là du coup, et surtout, est-ce que tu peux nous présenter les différents domaines d'expertise du groupe Polyphane? Bien sûr. Alors, c'est une très bonne question. Donc, en effet, je me présente, je m'appelle Émilie Bougenot et je suis ingénieure patrimoniale au sein de l'Olifan Group, spécialisée dans les situations internationales, donc tout particulièrement dans l'accompagnement des expatriés et des impatriés. Olifan Group, en effet, c'est une structure de gestion de patrimoine, mais qui regroupe plusieurs expertises. C'est ce qui fait notre force et c'est ce qui nous permet de vous accompagner en fait de manière globale pour vous délivrer une analyse de votre situation juridique, patrimoniale, fiscale et également de vous conseiller, de vous orienter dans vos investissements financiers et ou immobiliers, bien évidemment. Et encore plus dans une situation internationale parce que ça présente des spécificités très particulières. On a également une autre force, c'est qu'on travaille en pluridisciplinarité avec d'autres professions, que ça soit le groupe ENER en ce qui concerne la prévoyance, mais également avec des notaires, des experts comptables, des avocats. Donc voilà, globalement. Un domaine d'expertise assez large. Exactement. Merci beaucoup, Émilie. Et moi, donc, vous le voyez, on a essayé de vous le matérialiser pour bien comprendre les expertises des uns et des autres. Donc, le groupe ENER, du coup, plutôt sur la partie de droite, où on est très focus santé, prévoyance, garantie OPSEC. Donc, on y reviendra vraiment en seconde partie. Très bien. Si on rentre dans le vif du sujet, Émilie, pourrais-tu nous en dire plus sur les enjeux et les points d'attention que nous devons avoir lors d'une expatriation? Qu'est-ce que l'on doit préparer? À quoi doit-on faire face? Et surtout, qu'est-ce que tu offres en termes d'accompagnement? Avec plaisir. Alors déjà, il faut bien avoir en tête que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas vocation à être exhaustif et que chaque situation est très différente. Donc, toutes les solutions devront être adaptées en fonction de vous, votre situation familiale, fiscale, etc. Globalement, là, on a orienté ce webinaire sur la protection de la famille. Il faut savoir qu'il y a encore plein d'autres points d'attention, notamment sur la fiscalité de vos investissements. On n'aura pas l'occasion d'y venir aujourd'hui, mais ce ne sont pas les seuls points d'attention, ce qu'on va vous présenter actuellement. Donc, on a principalement les aspects civils et les aspects fiscaux et financiers. Les aspects civils, on a par exemple les modes d'union. Est-ce qu'il vaut mieux rester en concubinage, se paxer, se marier? Si vous vous paxez, est-ce que votre pax sera reconnu à l'étranger? Est-ce que s'il est reconnu à l'étranger, il produira les mêmes effets qu'en France? Est-ce qu'il faut mieux se marier en France ou à l'étranger? Est-ce que votre mariage en France va produire ou va protéger, par exemple, le conjoint survivant de la même manière si vous partez au Canada, si vous partez en Allemagne, si vous partez au Qatar? Voilà. Et puis après, on a tous les aspects fiscaux et financiers, parce que lorsqu'on part à l'étranger, en fait, qu'est-ce qui vous inquiète le plus généralement? Pourquoi vous venez nous voir? C'est parce que vous dites: «OK, quelle fiscalité je vais payer? Et au niveau budgétaire, pour ma famille, comment ça va se passer? Parce que j'ai un niveau de vie en France, mais si je vais dans certains pays, je vais devoir payer plus de fiscalité
je vais avoir moins de protection, moins de protection sociale, et donc voilà, des contrats complémentaires à souscrire, et donc forcément, mon niveau de vie va baisser. Est-ce qu'il y a un moyen bah, de répondre à cette problématique via la réorganisation du patrimoine? Est-ce que ça peut être via une compensation avec l'employeur, quelque chose qui peut se régler via le contrat de travail? Et puis voilà, globalement, ça c'est les grosses problématiques qu'on a lorsque des expatriés ou des futurs expatriés viennent nous voir. Donc aujourd'hui, tu conseilles et audites du coup une situation. Oui, exactement. Et généralement de manière globale, puisque même si vous venez nous voir pour un point particulier, en fait, souvent on se rend compte qu'il y a énormément de... 360. Voilà, Okay. exactement. Moi, je reviens juste sur les modes d'union. Le pays vraiment du coup d'union a une importance? De mariage? Oui. Alors, plus ou moins. En fait, c'est vrai que ça, c'est un peu une idée reçue voilà, l'idée de se dire, selon là où je me marie, ça va avoir une importance et donc ça va modifier toutes mes règles. Alors, ça a une importance sur la forme et sur le type de mariage que vous pouvez conclure, religieux, civil, etc., etc. Par contre, sur les règles qui vont réellement s'appliquer à votre union, ça n'a pas tant d'importance que ça. Ce qui est important, en fait, surtout quand on se situe d'un point de vue européen, franco-européen, c'est le premier pays de résidence. Où est-ce que vous allez résider juste après votre mariage? Donc, imaginons vous vous mariez en France, sans contrat de mariage spécifique, donc sous le régime légal de la communauté réduite aux acquis, et puis vous partez en Allemagne, pour résider, votre première résidence commune, c'est l'Allemagne, vous allez être soumis au régime allemand. Et après, imaginons au bout de 3 ans, vous repartez en Suisse, d'accord? Là, vous allez être, et si vous y résidez plus de 10 ans, vous allez être soumis au régime suisse. D'accord. Sachant qu'il n'y a pas de rétroactivité. C'est-à-dire que vous serez soumis, votre liquidation de régime matrimonial se fera en partie sur le régime allemand et en partie sur le régime suisse. Ok, voilà. Donc du coup, quelque chose à bien cadrer, quoi. Oui, exactement. Et une dernière, juste avant de te laisser poursuivre, je vois écrit dévolution successorale. J'imagine que ça fait référence du coup au don. Aujourd'hui, vous avez vraiment des questions du coup, est-ce qu'il faut donner avant ou après un départ en expatriation? Alors, oui, petit point, petite précision, la dévolution successorale, c'est pas tout à fait les donations. La dévolution successorale, c'est en l'absence, par exemple, de testament ou de dispositions spécifiques autres, comme un trust, par exemple, comment ça va se passer pour mes enfants, mon conjoint ou mon partenaire de Pacs ou mon concubin, d'un point de vue légal. C'est bien différencié du coût successoral qui est un point fiscal. Donc, c'est-à-dire que déjà en France, il faut bien diviser les règles civiles et les règles fiscales, mais encore plus à l'international. Parce que par exemple, votre succession peut être soumise à la loi française et pour autant, vous serez taxé au Canada. Donc, c'est vraiment le civil et le fiscal, deux choses différentes. Ensuite, pour en revenir à la fin de ta question, sur est-ce qu'il faut donner avant ou après le départ, je vais donner une réponse qui ne va satisfaire personne, et c'est souvent le cas en droit, en tout cas qui ne va pas être extrêmement précise, parce que ça dépend de beaucoup trop de paramètres. C'est-à-dire que déjà, il faut retenir, comme pour le mariage, c'est pas tant le lieu de la donation, le lieu de passation de l'acte qui est important. C'est plus le lieu de résidence du donataire et des bénéficiaires. Voilà. Donc là, la taxation va être différente selon votre lieu de résidence à vous, et puis voilà, par exemple, le lieu de résidence de vos enfants ou le lieu de situation des biens, notamment immobiliers, que vous voulez donner. Et attention, il y a très peu de conventions fiscales, d'accords en fait entre les pays sur les donations. Il n'y en a que 7 dans le monde, c'est très très peu. Donc il y a des risques, il y a plus de risques de double taxation concernant les donations que concernant les successions. Ok, bon, intéressant, mais très technique. Du coup. Super. Je pense que tu nous as préparé quelque chose sur le décès. Oui, ça, je connais bien le décès, du coup. Alors, le décès, oui, en effet. En fait, le problème du décès, c'est que c'est un point qui est généralement difficile à aborder. Ça touche quelque chose de personnel, et puis je pense que personne n'a trop envie de penser à sa mort. Mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important en gestion de patrimoine. Et lorsque vous partez à l'étranger, on a vraiment des solutions à vous apporter, c'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler sur votre structuration de patrimoine, déjà, premier point. Donc, comment détenir au mieux votre patrimoine? Est-ce que c'est mieux de le détenir, par exemple, via une SCI, ce qui permettra de transmettre en plusieurs fois à vos enfants? Est-ce que c'est opportun dans un contexte international? Est-ce que cet outil de société civile immobilière est reconnu dans tous les pays ou est traité de la même manière dans tous les pays? Après, ce qui est très important de faire aussi, c'est de réorganiser votre patrimoine pour que vous ayez suffisamment de liquidité et que surtout que vos héritiers
et suffisamment de liquidité pour pouvoir, par exemple, payer les droits de succession. Oui. Et qu'il n'y ait pas besoin de vendre à distance des biens immobiliers. Voilà. Évidemment, grosse question et gros enjeu pour les expatriés, c'est l'anticipation de la fiscalité en cas de décès. Donc, est-ce qu'il y a un risque de double imposition? Donc, en Europe, on a quand même, parce que je vois qu'il y a majoritairement des participants européens, on a quand même pas mal de conventions concernant les successions, le traitement de la fiscalité des successions. Mais malgré ça, il y a quand même des risques de double imposition selon la manière dont sont reconnus les biens. Et puis, il peut y avoir, surtout très important, une différence de taxation en fonction du pays de résidence des enfants. Par exemple, si vous êtes résident allemand et puis que vous avez un enfant au Japon et puis un autre au Chili, ils ne seront pas taxés de la même manière. Donc, vous allez avoir une inégalité entre vos enfants du fait de la taxation. D'accord. Voilà. Attention également, dernier point, et ça c'est très 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 important, il faut vraiment bien que vous reteniez ça, c'est qu'on a des outils qu'on utilise en France très souvent dans la gestion de patrimoine, donc vous allez pouvoir lire sur Internet, etc., etc. Comme le démembrement, donner la nue propriété à ses enfants, c'est quelque chose de très courant. Ce genre de mécanisme n'est pas forcément reconnu également à l'étranger. Et donc, du coup, il n'y aura pas une efficacité sur ces outils. C'est-à-dire que l'idée de donner la nue propriété, c'est de payer moins de droits, de ne payer que sur une part de la propriété que vous transmettez. Dans les pays qui ne reconnaissent pas le démembrement, et si vous êtes taxé dans ce pays au niveau de la succession, ils vont dire bah, c'est très bien ce que vous avez fait, mais moi, peu importe, je ne le reconnais pas. Donc, je taxe la pleine propriété de ce que vous transmettez. Donc, au final, ça n'aura servi à rien. Attention aussi, très important, sur par exemple ce que j'appelle la donation entre époux, c'est plus connu, enfin, il y en a plusieurs, mais la plus connue, c'est celle de la donation dernier vivant. Donc, c'est fait pour avantager le conjoint, pour lui permettre d'avoir plus de droits. Pareil, il y a beaucoup de pays qui ne la reconnaissent pas. Du coup, tout ce que vous pensez mettre en place en France et des instruments, des outils qui sont sûrement très pertinents en France, ne le seront pas forcément à l'étranger. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, en quelques mots, tu es en capacité, toi, d'accompagner, de faire justement cet audit, de conseiller en fonction du pays d'expatriation, du régime finalement de chaque personne. Enfin, tu fais des solutions typiquement sur mesure, parce que chaque cas est un cas. C'est exactement ça, chaque cas est un cas et on fait des solutions sur mesure. Tu as extrêmement bien résumé ce que je voulais dire. Super. Bon, je pense que tu nous as préparé quelques petits cas concrets. Oui, alors en effet, c'est plus facile avec des cas concrets, surtout pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. Alors, le premier cas, j'avoue, il n'est pas courant, mais il existe. C'est un vrai client. Évidemment, on a modifié les noms, un secret professionnel. Mais donc, Monsieur Hamon, qui était dans la cinquantaine, nationalité française, expatrié au Brésil, avec un poste de cadre dirigeant à haut revenu. Et lui, il avait une situation familiale assez exceptionnelle, puisqu'il s'était donc marié en Allemagne, puis il avait divorcé, il s'était remarié au Brésil, il avait des enfants de son premier mariage, des enfants de son nouveau mariage, et ses enfants étaient dispersés un peu dans le monde entier. Donc il y avait des enfants majeurs, mineurs, qui étaient avec lui au Brésil, d'autres au Japon, aux États-Unis. Son patrimoine, c'était exactement la même chose. Et ce qui était aussi un peu étrange, en tout cas inhabituel, c'est qu'il voulait assurer donc, la protection de ses enfants, mais également la protection de sa femme actuelle, mais de son ex-femme également, et de son ex-belle-famille. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de protection assurée, sauf qu'évidemment, l'ex-femme et la nouvelle femme n'ont pas forcément envie d'avoir des liens dans la durée. Donc, il fallait structurer tout ça, par exemple via des sociétés ou via des contrats d'assurance vie, tout en optimisant la fiscalité, mais pour que finalement les deux familles soient protégées, mais n'aient pas de conflit d'intérêts dans la gestion de leur patrimoine. Voilà. Donc, on est vraiment intervenu sur ce point, sur la réorganisation de son patrimoine et notamment immobilier, parce que c'est ça qui posait beaucoup de problèmes. On a fait aussi des actes, on l'a accompagné dans la transcription du divorce et du mariage. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qu'est une transcription d'acte. En fait, pour que ça puisse produire réellement des effets en France, notamment que ça soit inscrit sur votre livret de famille, si vous avez un projet en tout cas de retour en France, et puis pour que vous puissiez faire des investissements par la suite, il faut transcrire votre mariage ou votre divorce qui ont été passés et qui ont été effectués à l'étranger. Voilà, on a bien évidemment anticipé la répartition du patrimoine entre les enfants avec un testament et en complément de son trust. Globalement, ça, c'est un cas très, très particulier. Mais c'est un homme généreux, monsieur. Mais exactement, c'est un homme généreux, c'est tout à fait ça. Après, on a des situations un peu moins complexes, mais quand même. Le cas de madame et monsieur Humbert, qui étaient, eux, dans la quarantaine.
nationalité française et espagnole, et eux, ils étaient expatriés en Inde. Mariés, pour le coup, ils avaient choisi un régime matrimonial, donc ils n'avaient pas de problème de mutabilité de leur régime, et ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens français. Là, le problème, c'était de dire, est-ce que ce régime de séparation de biens français va être en cohérence avec la loi qui sera applicable à la succession s'ils décèdent en Inde et s'ils ne choisissent pas de loi applicable à la succession. Et puis, madame avait un contrat de droit indien, donc il y avait vraiment une anticipation des conséquences sociales très, très importantes. Il y avait également tout un problème de fiscalité de location, notamment location meublée, puisque pareil, la location meublée, c'est une spécificité française. On a beaucoup de Français qui partent à l'étranger, qui ont ou qui veulent faire de la location meublée. Donc pareil, ça, on a conseillé sur tous ces points. Et du coup, je reviens sur le contrat de travail de droit indien avec l'anticipation des conséquences sociales. Nous, on met des points d'alerte, on met des points d'attention, mais au niveau des solutions, et c'est là où on est complémentaires et c'est ce qui est bien, c'est qu'on est obligé, on est obligé, on le fait avec plaisir, mais en tout cas, on travaille avec des partenaires qui sont spécialisés dans la protection sociale. Comme nous, en l'occurrence. Exactement. Mais moi, je me pose juste une question. Ouais. Quand je vois, parce que je comprends que c'est différents domaines d'expertise sur lesquels tu es intervenu sur le bas du slide, initialement, typiquement, Madame et Monsieur Imbert, quels étaient leurs objectifs quand ils sont venus toquer à ta porte? Alors, Monsieur Hamon, clairement, c'était protéger sa famille, c'était réorganiser son patrimoine pour que ces multiples ramifications familiales ne se rencontrent jamais, entre guillemets, et puis pour qu'il y ait une optimisation fiscale. C'était ces deux portes d'entrée. De toute façon, l'optimisation fiscale est toujours... principalement la porte d'entrée. Voilà, enfin souvent, alors que c'est finalement pas forcément votre principal problème, enfin pas que en tout cas. Et monsieur et madame Imbert, c'était vraiment l'application de leur régime matrimonial. Est-ce qu'il est applicable et parce qu'ils en avaient choisi un pour des raisons très particulières. La gestion de leur patrimoine immobilier et est-ce que mon contrat de travail va me permettre, s'il m'arrive quelque chose en Inde, d'assurer ma protection au niveau santé et au niveau prévoyance. Très clair. Donc, voilà. Bon, bah, super. Je veux reprendre la main, du coup, et notamment sur la partie protection sociale. Donc, quand on parle de protection sociale, on parle principalement du coup de santé et de prévoyance. En général, pour les individuels, on parle beaucoup de santé, moins de prévoyance. Donc, l'idée, c'est vraiment de zoomer du coup avec vous sur ce que c'est la prévoyance. Déjà, aujourd'hui, on a essayé de vous représenter globalement le champ d'intervention de la protection sociale. Donc, de façon très classique, aujourd'hui, une assurance santé internationale va couvrir enfin les besoins que vous voyez typiquement en vert. Donc, l'hospitalisation, les soins courants, la pharmacie, la maternité, l'optique, le dentaire, le bien-être. Donc, aujourd'hui, nous avons des solutions, quand on est expatrié, qui peuvent répondre à deux obligations, entre guillemets. Soit vous prenez une assurance qu'on appelle au premier euro, donc une assurance, entre guillemets, privée, ou en complément de la CFE pour maintenir, du coup, le lien avec la Caisse des Français à l'étranger. Et donc, ce modèle, typiquement à la française, vous avez une part sécu et une part, du coup, mutuelle, entre guillemets. Donc ça, c'est le basique d'un contrat santé. Dans ce contrat santé, aujourd'hui, on est en capacité d'inclure différentes offres ou différentes garanties. Exemple, on a mis ici en lumière deux services. La téléconsultation. Donc la téléconsultation, très simple. Du coup, quand on est en France, c'est être mis en relation avec un médecin. Quand on est à l'étranger, c'est un peu plus compliqué puisque nous, on doit travailler avec des partenaires qui vont nous offrir une qualité en 24/24, 7/7. Et c'est surtout qu'on vous met en relation avec des médecins français. Quand vous êtes dans un système qui ne bénéficie pas enfin, de notre super système de protection sociale à la française, c'est toujours plus rassurant d'être en contact avec un médecin français. Et puis, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle un second avis médical. Donc, c'est cette capacité finalement à rechallenger le jugement de votre médecin, qui n'est pas forcément un médecin traitant, mais un premier avis sur une hospitalisation du coup qui va arriver, ou une incidence typiquement à l'épaule. La téléconsultation qu'on embarque permet de répondre à cela. Puis après, nous avons de la garantie obsèque. Donc, Émilie, tu parlais de décès. Ouais. C'est vrai que c'est un moment qui n'est pas évident. Non, et nous, c'est ce qui inquiète le plus. Alors, la santé aussi, bien évidemment, mais c'est vrai que le décès, ça inquiète énormément les clients qui viennent nous voir. Donc, complètement. Ouais. Donc, vous, aujourd'hui, vous faites toute la partie comment est-ce qu'on anticipe et qu'on le prépare d'un point de vue patrimoine fiscal, civil et autres. Nous, on apporte directement une solution concrète et notamment une solution financière, donc la garantie obsèque. On verse un capital décès, du coup, un capital pour notamment financer du coup, les frais d'obsèque, malheureusement. Et on a donc une assistance qui est également inclue dans cette garantie obsèque pour l'aspect rapatriement. Donc, c'est des choses qui ne sont pas très sympas à évoquer, mais qui font partie des aléas de la vie et on doit forcément y penser tôt ou tard. Et petite question, ça, du coup, vous pouvez couvrir, parce que nous, on a des clients qui viennent
d'énormément de pays différents et également hors Europe. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient hors Europe. Ça, vous pouvez couvrir pour toutes les personnes, Europe et hors Europe. Aujourd'hui, on nous offre du coup, on a la capacité d'assurer différents pays d'expatriation. Alors, on a des pays à risque sur lesquels on n'ira pas. Donc, Ouais. des pays sous embargo, typiquement, on ne va pas faire de discrimination et ne pas les nommer tels quels, mais bon, je pense que tout le monde voit un petit peu, puisque ce sont des clauses un peu bancaires et autres. Et puis, il y a des spécificités, typiquement les USA, où il faut travailler du coup avec des assureurs locaux d'un point de vue compliance, et on n'a pas la possibilité, nous, aujourd'hui, de s'adresser tel quel avec des solutions d'assurance santé ou de prévoyance. Ok. Par contre, on a ce qu'on appelle de l'assistance, du coup, simplement pour un voyage ou une activité ponctuelle, du coup, aux USA. Ok. Et donc, à ces garanties santé, on va adosser ce qu'on appelle d'autres risques, et notamment, vous les avez en rouge et en bleu. Donc, en rouge, on va parler vraiment de prévoyance. Donc, prévoyance, on n'en parle jamais assez, mais prévoyance, c'est prévoir, du coup. Et cela va regrouper deux grandes thématiques. L'arrêt de travail, donc on va zoomer sur ce qu'on appelle l'incapacité et l'invalidité, du coup. Puis après, le capital décès. Donc, le capital décès, très simplement, c'est lorsque vous faites face à cet aléa, un capital décès est versé à vos proches. Et là, pas juste à la garantie obsèque. La garantie obsèque, c'est que je finance les frais d'obsèque. Ouais. Là, le capital décès, c'est vraiment un capital décès pour, du coup, ce qu'on appelle les ayants droit ou votre famille. Complètement. Et ça, on en a vraiment besoin parce que nous, budgétairement parlant, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais budgétairement parlant, c'est un vrai souci. Donc, ça impacte sur tout le patrimoine. C'est-à-dire que si, lorsque, par exemple, madame décède et monsieur n'avait pas les mêmes revenus que madame, ou madame, en tout cas, avait tout le patrimoine, etc., monsieur va se retrouver avec les enfants dans une situation budgétaire qui est très problématique. Et nous, de toute façon, on conseille patrimonialement toujours, en plus de la réorganisation, de souscrire un capital décès. Donc, Parfait. Donc, clairement, c'est assez complémentaire. Et donc, du coup, aujourd'hui, ces solutions, on est en capacité, donc, sur la partie décès, donc, de les proposer, quel que soit votre statut. Si vous êtes, du coup, un étudiant sans activité, un actif, un indépendant, à votre famille, vous êtes, du coup, salarié également, donc vous voulez couvrir en complément du contrat d'entreprise que vous avez déjà à l'étranger, ou inversement, votre entreprise n'a pas de contrat pour vous, on a la capacité de vous le proposer. Et l'arrêt de travail, bon, bah, par définition, du coup, il y a arrêt, il y a surtout travail. Donc, pour le travail, du coup, on sera principalement sur une couverture des salariés et des indépendants. Cet arrêt de travail, la précision, c'est qu'on a la possibilité d'intervenir en complément déjà de ce que vous avez. Donc, vous pouvez déjà bénéficier de solutions, des solutions qui peuvent être locales, mais qui ne vous couvrent pas assez. Et vous avez cette capacité, du coup, à souscrire chez nous et on interviendra en complément. Et puis après, sur la partie de bleu, donc on n'est plus sur le domaine de la prévoyance, mais on est vraiment sur des options complémentaires, mais qui ont quand même qui valent le coup, du coup, de valoir un petit zoom. On parle de responsabilité civile. Aujourd'hui, la responsabilité civile, on l'embarque beaucoup dans les contrats d'habitation en France. Mais à l'étranger, du coup, d'un contrat à un autre, on ne sait pas forcément ce qu'on peut retrouver. Donc nous, on a intégré, du coup, cette responsabilité civile et vraiment pour couvrir les dommages que vous ou vos proches causent à autrui, que ce soit des dommages corporels, du coup, financiers, matériels. Et donc, nous, on intervient financièrement pour pouvoir compenser ce genre de choses. Et également l'assistance rapatriement. Donc, une assistance rapatriement, peu importe du coup vos problématiques en tant qu'actif indépendant ou étudiant, vous avez la capacité finalement à être rapatrié dans votre pays d'origine. Du coup, peu importe votre situation, vous perdez des papiers, vous avez une problématique particulière avec des autorités ou autres, vous arrivez à un incident, l'assistance rapatriement prend le relais et vous aide administrativement déjà à organiser du coup votre rapatriement et puis après on prend tous les frais en charge. On est bien accompagné. Normalement, oui. Du coup, si on fait un petit zoom sur la prévoyance et notamment la responsabilité civile, donc aujourd'hui, on va le détailler du coup et rentrer dans un petit peu plus de définition. Et après, dans tous les cas, vous avez forcément des experts et donc on vous joindra nos coordonnées pour pouvoir déjà comprendre votre situation et vous ramener vraiment aussi ce type de solution un peu sur mesure, tel que Olifan le présente. Donc, on va déjà commencer par l'arrêt de travail. Donc, l'arrêt de travail, c'est finalement, il vous arrive un pépin. Vous êtes du coup salarié ou TNS, vous avez une incapacité à un moment donné, enfin, de travailler pour un incident quelconque. Nous, on va verser ce qu'on appelle des indemnités journalières pour pouvoir compenser le revenu que vous auriez dû toucher. Ces indemnités journalières, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du versement forfaitaire. C'est-à-dire qu'il vous arrive votre arrêt, donc on a un délai du coup de 30 jours de franchise. Au bout du 31e jour, vous avez cette capacité à percevoir vos indemnités journalières, et ceci pour une durée de 3 ans. Donc c'est vraiment cette capacité à se protéger d'un aléa qui est plutôt grave.
Aujourd'hui, ce sont vraiment des revenus qui vont être, comme je vous le disais, complémentaires à ce que vous pouvez avoir actuellement, ou inversement, si vous n'avez rien, et notamment en tant qu'indépendant, vous avez cette capacité à souscrire un arrêt de travail. Au bout de 3 ans, et si votre situation malheureusement continue, il y aura une revalorisation et on va passer sur la partie invalidité. La partie invalidité, du coup, on va mesurer par rapport en fonction de la gravité de votre situation, un taux d'invalidité et vous allez percevoir des rentes. Du coup, ou in fine, un capital. Le capital qui est souscrit en amont sur la partie décès, puisque pour souscrire l'arrêt de travail, il faut forcément souscrire un capital décès. Donc, on vous a mis juste, ce sont des solutions qu'on peut retrouver à partir de 95 €, mais ce qui est important, c'est surtout comment est-ce que c'est déterminé. Donc, c'est vraiment en fonction de l'âge et du revenu pour lequel vous pouvez vous assurer. Exemple, vous touchez 9 000 € par mois, vous avez entre 41 et 50 ans, vous avez un montant directement de cotisation qui vous est déjà préalloué. Et donc, tout ceci, vous pouvez le retrouver avec nos différents conseillers qui pourront vous accompagner. Donc, au final, toi aussi, c'est sur mesure. Complètement. Complètement. Puis après, vous avez le capital décès. Donc, le capital décès va intervenir sur 2 grandes natures de décès. Toute cause, du coup, donc quel que soit le motif finalement du coup du décès. Donc là, on est principalement pour les salariés et les indépendants, et le accidentel pour les individuels, donc qui ne sont pas salariés ou indépendants. Aujourd'hui, donc on peut assurer des capitaux qui vont jusqu'à 300 000 € pour le toute cause et 180 000 € pour la partie accidentelle, ce qui fait un total de 480 000 €. Ce qui est pas négligeable lorsque cet aléa du coup arrive et notamment pour pouvoir penser à la suite et à votre famille. Et les deux forcément peuvent s'additionner lorsqu'on est salarié et TNS ou TNS, pardon. Donc ce capital d'essai, il est versé du coup entre guillemets en one shot une fois que cet incident, ce malheureux incident arrive. Il est versé du coup à des bénéficiaires que vous allez initialement désigner. Vous avez la capacité de désigner plusieurs bénéficiaires. Maintenant, pour souscrire du coup à un capital d'essai, c'est exactement le même principe que sur les indemnités journalières. Vous avez différents capitaux, vous avez des tranches d'âge et un montant forfaitaire du coup de cotisation qui est alloué par rapport à cela. Vous avez, en fonction du capital choisi, du coup, un questionnaire de santé, comme pour adhérer à une assurance santé internationale. Alors, si on vous connaît déjà, ça peut peut-être aller plus vite et c'est vraiment l'atout d'avoir arrimé la partie prévoyance et la partie santé. Et donc, ce questionnaire médical permettra du coup de rendre éligible du coup la souscription de ce capital décès. Et puis, vous avez la responsabilité civile. Comme je vous le disais, donc c'est la capacité finalement à prendre en charge les conséquences financières de dommages corporels, matériels ou immatériels, que l'on peut causer dans le cadre de la vie privée, que ce soit vos enfants, vous, sur des différents incidents. Donc je vais revenir avec des exemples, mais on descend très loin puisqu'on va assurer typiquement tous les dommages qu'on produit par les e-bikes. Donc quand on parle de e-bike, c'est les trottinettes typiquement. D'accord, ouais, ouais. Donc exemple, vous vous baladez sur votre trottinette, vous allez au travail, vous heurtez une personne et vous causez différents dommages, que ce soit des pépins de santé, puisque cette personne doit aller se faire diagnostiquer, et vous avez cassé son matériel informatique. La responsabilité civile va agir et sera en capacité de rembourser ces différents dommages. Aujourd'hui, la prévoyance en France, on ne se pose pas trop de questions, puisqu'en général, quand on est salarié, du coup, on a un contrat c'est santé assuré. et prévoyance qui est pris par notre entreprise. Et donc, du coup, on perçoit des indemnités journalières d'une part par la sécurité sociale et d'autre part, du coup, par votre mutuelle qui intervient en complément. Inversement, en expatriation, ce n'est pas forcément la même chose. Donc, vous pouvez avoir des entreprises du coup qui vous fournissent ce type de régime, mais vous avez des entreprises du pays d'expatriation en local qui n'ont pas du tout cette appétence à la prévoyance. Complètement, ça dépend tout à fait du contrat de travail, détachement, expatriation, contrat local, ouais. Nous, on le voit aussi énormément Ouais, c'est des questions que tu as aussi? ouais, qu'on a énormément, ouais. D'accord. Bon, bah, il faudra nous les envoyer. Oui, c'est promis. Alors, pareil, du coup, si on vous donne quelques exemples concrets, mais je pense que, du coup, ça vous parle assez facilement, du coup, ce qu'on appelle l'incapacité, l'invalidité ou le décès. Si vous avez un expatrié qui a un AVC lors, du coup, lorsqu'il conduit, entre guillemets, «sa voiture», il lui arrive un accident, il a 6 mois d'interruption de travail. Typiquement, l'incapacité, du coup, vient et prend en charge, du coup, une indemnité journalière, pour pouvoir compenser sa perte de revenus. Idem, un expatrié qui a un accident de la route, il devient lourdement handicapé, il ne peut plus du tout reprendre le travail. Au début, il sera en incapacité, puis il sera en invalidité et par la suite, soit il percevra une rente ou inversement, s'il a souscrit également un capital d'essai, donc c'est une obligation pour pouvoir bénéficier, de l'incap et de l'inval, du coup, le capital d'essai peut lui être versé également.
Oui, bien sûr. J'ai une petite question. Allez, vas-y. Mais sur l'invalidité, est-ce que c'est donc en France, alors je suis pas une spécialiste du tout de l'invalidité, hein, mais je sais qu'il y a des taux de 33 et de 66 Exactement. Ou total. ou total exactement, et il y a certaines assurances qui prennent pas, par exemple, en compte, la validité en dessous de 66 ou ce genre de choses. Est-ce que, vous appliquez les mêmes taux que les taux On a français? Enfin, exactement le comment ça même se passe? barème, du coup, que les mêmes barèmes français, OK. puisque du coup, on travaille avec des assureurs français. Ouais, Et notre but, justement, a été de simplifier, enfin, la vie des expatriés, notamment d'accord, quand ils sortent, du coup, de la France ou de l'Europe, pour pouvoir, du coup, avoir, cette espèce d'analogie avec le système français. d'accord. Donc on peut s'y retrouver en fait, Exactement. même en partant à l'étranger. OK, Et puis merci. après, du coup, je vous reprends l'exemple, donc, de l'enfant d'un expatrié. Donc ça, c'est un cas, qui est vraiment arrivé en portefeuille, du coup, qui est assez récent, qui a fait tomber un autre enfant dans la cour de récréation et qui a cassé les lunettes. Bon, on peut se dire que c'est 3 fois rien, mais l'assurance santé, entre guillemets, via la responsabilité civile, a été en capacité de prendre en charge les frais médicaux, Ouais. du coup, de l'enfant, qui étaient finalement pas si négligeables que ça, et le remplacement des lunettes. Puis même, ça enlève une charge mentale, de se dire que voilà, Complètement. tout est pris en Exactement. charge et il y a pas de souci. La Ouais. prévoyance, c'est faire face aux aléas. Maintenant, la problématique de ce type de contrat, c'est tant qu'il ne nous arrive pas un pépin, Et oui, on on n'en le voit voit pas bah, bien sûr, l'importance. mais Oui, c'est comme le décès, c'est comme, le divorce, les régimes matrimoniaux, le mariage, tant que tout va bien, il y a pas de exactement. Et notre leitmotiv, finalement, c'est vous de protéger en cas de coup dur. Bon, déjà, c'est de faire ce travail aussi de décryptage, de vous l'expliquer. Maintenant, je pense que chaque cas, en fonction de vos tranches d'âge, de la composition de familiale, du coup, tout est adapté. Donc c'est pour cela aussi que vous avez vraiment des experts, du coup, qui sont en capacité de vous mmh, accompagner, tout à fait. de vous conseiller. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on a une offre santé, on a des options, du coup, prévoyance qui peuvent s'adosser à cette offre santé, mais vous avez la capacité également de prendre de la prévoyance sans l'option santé. D'accord. Oui, donc comme on disait tout à l'heure, c'est à la carte, si on veut. Exactement, complètement. Tout à fait. Et c'est important ce que tu dis, de s'adapter, à l'âge parce que, nous, c'est un point qu'on regarde énormément aussi en gestion de patrimoine, c'est-à-dire qu'on va pas du tout donner les mêmes conseils à, 2 expatriés qui ont la trentaine et qui sont dans un développement, professionnel, qui sont à fond dans leur développement professionnel et puis, quelqu'un qui arrive plus vers, 60 ans et qui lui a plus un objectif de transmission. Donc, l'âge et les objectifs de vie sont vraiment, des points essentiels. Et De la même aujourd'hui, du coup, manière. vous avez une diversité, du coup, enfin, ou des clients qui Ouais, sont le plus représentatifs? hem, alors les clients on a vraiment une grande diversité. Je pense que nos clients les plus jeunes, ils sont aux alentours de 25 ans, mais c'est rare. Généralement, on a plutôt des gens entre, 40 et 65 ans. C'est la majorité de nos clients. D'accord, 40-65 ans. Ouais, D'accord. voilà. Ça arrive aussi, des personnes plus âgées, mais il faut savoir que plus on s'y prend tard pour organiser son patrimoine, plus à moins on a le temps de faire les Bien choses, de sûr. bien faire les choses et d'optimiser les choses. Complètement. Bah, écoute Émilie, c'était très clair. Je pense que du coup, on va, clôturer ainsi et passer aux questions. Ouais. Donc on vous a juste remis, du coup, nos différents points de contact. Donc sur la partie de gauche, vous avez le groupe ENER. Il ne faut pas oublier que du coup, avec notre partenariat, avec l'UFE, vous bénéficiez, du coup, d'un mois gratuit sur la partie santé. Donc ça, je pense que c'est assez important du coup à retenir. Et si vous avez déjà un contrat prévoyance ailleurs, vous pouvez bénéficier d'un comparatif gratuit, même pour la partie santé, hein, il n'y a aucune problématique. On est là pour vous accompagner. Et alors exactement, pas exactement la même chose, mais en effet, vous pouvez également contacter Olifan Group, donc via, l'adresse, que vous avez à l'écran actuellement, donc contact, @olifangroup.com et puis allez voir notre site bien évidemment si vous voulez plus de renseignements. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, et puis on vous accompagnera au mieux, bien évidemment. Super, on va passer aux questions. Alors, je pense qu'il y a une première Ouais. question. Est-ce que je peux prévoir le versement du capital à plusieurs personnes? Ah, Je pense que c'est à toi que ça s'adresse. exactement. Donc, Jean-Yves, merci pour cette question. Oui, la désignation de bénéficiaire, du coup, donne la possibilité, d'offrir la sélection à plusieurs personnes, et vous choisissez vraiment, l'allocation, du coup, qui sera attribuée en fonction de chaque bénéficiaire. Donc, c'est une possibilité. On le voit malheureusement assez régulièrement. On travaille avec un assureur, du coup, qui est en charge justement de conserver aussi toutes ces désignations de bénéficiaires. Et je crois que tu as une deuxième question également pour toi de Griselda qui demande s'il est possible de changer la désignation de bénéficiaire en rente d'invalidité si elle rentre en France. Tout à fait. Idem, du coup, c'est exactement la même réponse. La désignation de bénéficiaire, elle peut être modifiée également. Ce qui sera vraiment challengé, au moment où il y a une problématique,
C'est vraiment le lien qui va, du coup, vous unir, mais c'est surtout aussi, l'identité, du coup, de la personne qui sera vraiment, contrôlée et vérifiée, au moment du malheureux sinistre. OK. Ensuite, alors, on a Karine qui demande s'il est opportun de faire un testament dans plusieurs pays. Alors là, je crois que c'est pour moi. Là, c'est pour toi. Alors, par cette question, je pense que vous voulez savoir si, on peut faire un testament en France et un testament, par exemple, au Canada, si, vous résidez actuellement au Canada. Alors c'est pas que c'est impossible, c'est qu'il faut faire attention. C'était pas forcément conseillé. Il vaut mieux faire un seul testament bien rédigé, bien conservé, déposé chez un notaire, enregistré chez un notaire et qui prendra en compte, en fait, votre situation internationale, que faire plusieurs testaments dans différents pays. Parce que là, ils vont se poser des questions de cohérence entre les testaments, éventuellement de langue, de connaissance aussi de ces testaments. Par exemple, si vous décédez dans un tierce pays, il faudra que certaines personnes aient connaissance des plusieurs testaments que vous avez faits et qu'il n'y ait aucune disposition contradictoire dans tous les testaments que vous avez faits. Généralement, ça complique quand même pas mal les choses de faire plusieurs testaments. OK, d'accord. Il vaut mieux s'entourer de bons conseils, toujours faire un testament authentique chez un notaire ou l'équivalent, et, voilà, qui prendra bien en compte votre situation internationale. C'est clair. On a Julien P qui nous pose une question: «Est-ce que je continue à percevoir les indemnités journalières et la rente d'invalidité si je rentre en France?» Ah, très bonne question. Donc si vous rentrez en France et notamment, du coup en cas de coup dur, donc cette impatriation elle est assez cohérente et logique. C'est vraiment, du coup le lieu, initial du sinistre qui sera regardé. Donc si vous avez eu un sinistre en expatriation, vous continuerez à le percevoir et comme je vous le disais précédemment, pour une durée de 3 ans et puis après il y a une requalification en invalidité. Ah, Alix B, Alix B, pardon, ouais. est-il possible de changer de régime matrimonial? Émilie? Alors, oui, et il est possible de changer de régime matrimonial, de changer déjà de loi applicable, de manière générale, et de changer de régime matrimonial, au sein de cette loi applicable. Les règles du changement, en fait, sont régies par, les règles de votre régime matrimonial, donc ça, c'est à étudier au cas par cas. Mais oui, il est toujours possible de changer de régime matrimonial et faites toujours très attention puisque pour les personnes qui se sont mariées entre 92 et 2019, il y a ce qu'on appelle la mutabilité automatique, le risque de mutabilité automatique. C'est-à-dire que vous pouvez changer de régime matrimonial, mais de manière involontaire, sans le savoir. Vous n'avez pas de notification. Donc, par exemple, si vous résidez pendant 10 ans dans un nouveau pays, et ben, la loi de votre nouvelle résidence habituelle, enfin, qui est plus si nouvelle que ça puisque ça fait 10 ans, va venir se substituer à l'ancienne loi. Donc, globalement, le seul moyen de remédier à ça et puis de sécuriser un peu les choses, c'est de faire un contrat de mariage. Voilà, donc pour D'accord. répondre de manière synthétique, vous pouvez changer de régime matrimonial et faites toujours un contrat de mariage. Alors, le mariage est un contrat, certes, mais en tout cas, choisissez toujours Le bon conjoint. le bon conjoint, ça c'est très important, et surtout le bon contrat de mariage. Merci Émilie. Alors il y en a On a une autre. Charles qui demande: «Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de prévention de l'incapacité?» Ah, alors prévention de l'incapacité, donc aujourd'hui, donc on a le contrat prévoyance qui va regrouper, 3 grandes natures. Donc comme je vous le disais, le décès d'un côté et puis après l'incapacité, c'est suite à un arrêt de travail. Donc un arrêt de travail, imaginons que vous avez une problématique particulière suite à un aléa en tant qu'expatrié, vous vous cassez une jambe et vous avez l'impossibilité, du coup de travailler pendant 2 mois ou vous avez une autre problématique qui vous laisse, du coup dans le lit pendant ces 60 jours. Du coup, l'incapacité, donc c'est vraiment, du coup le «risque» entre guillemets qui est traité par notre contrat, prendra en charge du coup ce qu'on appelle le versement d'indemnités journalières. Donc vous serez compensé via des indemnités journalières pour maintenir votre revenu. Donc c'est pour ça que prévoyance, prévention du coup et incapacité, c'est je n'ai pas la capacité d'assumer, du coup mon travail à un instant T. On a Elisabeth qui nous Ah, pose une question. ouais. Bénéficiaire du capital décès, nécessairement des membres de la famille possible si Pas pas de de lien lien familial. familial. Alors, la désignation de bénéficiaire, ce qu'il faut retenir, du coup, l'assuré désigne la personne qui souhaite assurer, peu importe le lien, qu'elle a avec elle. Vous avez la possibilité, entre guillemets, de choisir du coup, votre bénéficiaire comme vous le souhaitez. Comme je le disais, ce qui sera vraiment vérifié, c'est du coup le contrôle d'identité au moment du sinistre. OK, et on a Christophe
qui était chez Ener, visiblement, et CFE quand il était expatrié à Madrid, mais il est local depuis son expatriation a pris fin il y a une dizaine d'années. Il est toujours à Madrid et il va prendre sa retraite visiblement. Félicitations Christophe. Est-ce qu'il peut envisager d'être recouvert par Ener et CFE ou autre? Ah, mais c'est une très bonne question. Écoutez Christophe, du coup, on a la possibilité de vous proposer des solutions. Vous avez toujours le slide, qui s'affiche. Vous avez un numéro de téléphone, qui est, du coup, le 03 28 76 37 38 ou l'adresse mail. Vous pouvez directement envoyer un email. Vous dites que vous sortez de cette conférence, que vous avez échangé, du coup, entre guillemets, avec moi et on vous proposera des solutions. Vous serez recontacté, du coup, assez rapidement et vous pouvez continuer, enfin, votre aventure avec nous. Alors, on a Nathalie qui demande si l'assurance santé est pour les gens habitant en France ou à l'étranger comme l'Écosse. L'assurance santé est-elle pour les Les gens gens habitant en France ou à l'étranger comme ah! l'Écosse. Alors, du coup, aujourd'hui, c'est une assurance santé qu'on propose pour les expatriés. Donc, si vous êtes français ou européen et vous partez dans un pays d'expatriation, du coup, inversement, si derrière vous êtes du coup écossais et que vous êtes en France, on est en capacité de vous trouver également des solutions qui ne seront pas forcément les mêmes que celles qui est proposée du coup, qui s'appelle Ener Expat Santé, mais on a cette capacité également à vous trouver du coup ce type de solution. Aujourd'hui, il faut savoir que quand vous tombez du coup sous les équipes du groupe Ener, vous avez le monde de l'expatrié, la mobilité internationale individuelle, mais si vous souhaitez des solutions pour la France, vous avez la possibilité de le faire, ou inversement, si vous êtes indépendant, ce qu'on appelle donc travailleur non salarié sur la partie France, nos équipes aussi seront en capacité de vous accompagner, que ce soit en santé et prévoyance. Alors, il y a Nathanaël, du coup, peut-on se protéger contre les risques d'incapacité invalidité quand on est indépendant, freelancer et non salarié? Tout à fait. Du coup, aujourd'hui, en tant qu'indépendant ou du coup TNS ou salarié, vous avez cette capacité de vous protéger contre ces risques d'incap inval. Il suffit juste de prouver que vous touchez des revenus, parce que la façon dont ça s'articule, c'est que à la souscription, vous désignez finalement le niveau d'indemnité journalière qui correspond à vos revenus. Imaginons que vous avez une problématique par la suite, ce qui va être regardé et ce qui sera demandé, c'est une preuve enfin de percevoir du coup vos revenus et la cohérence entre les revenus que vous percevez assez régulièrement ou que ce soit une moyenne sur du coup une année par rapport à ce que vous avez souscrit. En étant très clair, si vous souscrivez pour du coup des indemnités journalières à 9 000 € par mois, alors que derrière on voit qu'il y a des revenus aux alentours de 2 000, du coup, ça typiquement c'est un motif de requalification. Mais il n'y a pas OK. vocation puisque s'assurer pour 9 000 €, ça sous-entend que derrière on est en On a les capacité de moyens. Mais bien payer une sûr, cotisation. oui, évidemment. Alors là, une question plutôt pour Olifane, de Lauriane, qui demande si on est à même de conseiller un couple de nationalités différentes qui exercent leur métier dans des pays généralement difficiles, avec des organisations différentes, de type ONU, diplomate, ONG, et des évolutions fréquentes tous les 3-4 ans. Alors oui, Lauriane, c'est typiquement, et c'est ce genre de situation qu'on accompagne. Alors je ne sais pas ce que vous entendez par pays généralement difficile. Surtout ce qui est accompagnement fiscal, juridique, il n'y aura aucun souci. On pourra vous conseiller, réorganisation de patrimoine aussi. Après, il y a certains investissements, c'est comme pour toi tout à l'heure quand tu as dit qu'il y avait des pays qui étaient blacklistés, Risque. etc., à risque. Mais c'est la même chose pour des investissements, par exemple, financiers, où là, il y a peut-être plus de difficultés, beaucoup moins sur les investissements immobiliers, mais ça, c'est à voir au cas par cas. Mais dans tous les cas, le fait que vous soyez de nationalités différentes et puis que vous bougiez souvent, c'est pas du tout un obstacle. Au contraire, nous, on accompagne régulièrement ce genre de situation. Et puis, en effet, il y a des règles très particulières pour les fonctionnaires de certaines organisations comme l'ONU. Donc, ça, on fait également. D'accord, donc Lauriane peut s'adresser du coup à contact@olifan.group et Exactement. dire que j'ai eu Émilie. Exactement. D'ailleurs, vous pouvez tous contacter Olifan et dire que vous avez assisté à ce webinaire. Bon bah écoutez, je pense qu'on va se laisser. Et oui, le On temps vous passe vite. complètement. On vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Merci, merci à vous tous et puis, et merci à l'UFE, pour nous exactement. permettre, de nous exprimer sur cette thématique. C'est très appréciable. Merci beaucoup Marc, du coup